Avant de démarrer, donc, on va parler de la refonte de l'application mobile Leroy Merlin et d'autres marques. On reviendra dessus plus tard en Flutter, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, etc. On vient d'une app native Android iOS qui est là depuis 2016. Première petite question pour tout le monde. Est-ce que vous utilisez l'application Leroy Merlin ou pas? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent déjà? Oui. Ok. Et sur ceux qui l'utilisent, si vous ne le savez pas, est-ce que vous avez capté que ça avait changé, que c'était devenu du Flutter ou pas de base? Moi je l'ai vu dans Flutter. Ouais, mais en dehors de la com, est-ce que les gens l'ont capté? Ouais, Le login il va sauter. Quoi? Le login il va sauter. Oui, il y a eu des petits bugs. Mais globalement, c'était ce qu'on voulait. C'était en fait, on voulait faire une app qui soit transparente pour les utilisateurs et qui n'ait pas un bashing comme il y a pu avoir par exemple sur la SNCF Connect, même si c'était pas lié à Flutter, on le sait. Mais voilà, ce qu'on voulait s'éviter, c'était on voulait une mise à jour transparente. Du coup, je me présente. Donc moi, c'est Mehdi. Je travaille ici depuis 2016, longtemps en tant que Presta et depuis 2021 en tant qu'interne à ADO. Et du coup, je suis tech lead de des applications mobiles, Leroy Merlin, Bricoman, Obramat, Brico Center et j'en passe. Et Alexandre, du coup, lead engineer, je suis arrivé chez ADO il y a 3 ans, et puis 1 an et demi du coup pour la refonte de l'application. Et voilà. Un petit peu d'historique sur l'app du coup, avant de démarrer. Donc, comme je disais, l'app, la première version, on l'a faite en 2016, j'étais déjà là. Donc j'ai bossé sur la partie Android, je suis à la base dev Android, Java et Kotlin. À la base, j'aimais pas faire du dev iOS et à la base, j'aimais pas faire du Flutter. Moi, c'est dit. En 2017, on a intégré Kotlin. Ça venait de sortir, ça marchait bien, c'était mieux que le Java. Ensuite, on a fait du SwiftUI, du Jetpack Compose UI. Suite à ça, on a sorti l'app Leroy Merlin en Italie. Donc, il faut savoir qu'avant, il y avait une appli grosso modo par pays. Alors, si je dis BU des fois, pensez pays, parce que c'est le terme ici, mais en fait, une BU, c'est un pays. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris notre app, on l'a déployée sur le store avec des modifs pour qu'elle prenne en compte l'écosystème Leroy Merlin en Italie, potentiellement avec des API différentes. Ça, c'est géré côté backend grâce à notre tech lead qui est caché là-bas. Ensuite, on a mis en place du Kotlin multi-platform, donc c'était un premier test. Globalement, c'était pour les analytics. En fait, on voulait avoir un moyen d'harmoniser le data layer des analytics de nos apps Android iOS parce qu'on avait tout le temps des bugs. Un coup, il manquait un champ dans l'analytique tout iOS, un coup sur Android. On s'est dit on va faire du Kotlin multi-platform, un SDK, on va tout mettre là-dedans et on va appeler des méthodes qui vont nous créer notre data layer d'analytics pour les envoyer. Suite à ça, on a déployé l'app en Espagne et au Portugal en 2023, puis en Pologne. Donc en fait, c'est des onboarding de BU, donc c'est toujours la même app qui est juste déployée sur les stores et avec une config spécifique par pays. À partir du 3e trimestre de 2024, on s'est posé pour réécrire l'app en Flutter. Je reviendrai sur le pourquoi du comment après. Suite à ça, on a sorti la Bricoman en début d'année 2025. Puis l'app Leroy Merlin. En gros, la Bricoman, c'était un peu notre test avant de sortir l'app Leroy Merlin parce que il n'y a que 90 000 utilisateurs, donc on s'est dit, on va d'abord faire avec eux, on va payer les pots cassés avec Bricoman. Et ensuite, on a sorti Leroy Merlin. Bientôt, on va sortir Brico Center en Italie, qui est encore une autre marque, avec un autre style, un autre design. Puis Obramat, qui est grosso modo le même branding que Bricoman, mais avec un nom différent, en Espagne et au Portugal. Et en Pologne, il y aura aussi Bricoman. Puis en dernier, Leroy Merlin en Roumanie. Pour l'instant, j'en sais pas plus, c'est déjà bien jusqu'en 2026. Donc voilà un peu la trame, l'historique. Encore un petit peu de contexte, en termes de téléchargement, aujourd'hui on est à peu près à 10 millions de téléchargements, ça doit être plus maintenant, parce que le site date d'il y a 2-3 mois, je ne l'ai pas mis à jour. Mais grosso modo, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de monde et qu'en termes d'utilisateurs actifs mensuels, on est sur du 5 millions d'utilisateurs actifs pour Leroy Merlin. Je ne parle pas de Bricoman dans ça parce que c'est peanuts par rapport à tous les utilisateurs Leroy Merlin. Ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'on fasse super gaffe quand on publie une app, il faut qu'on soit bien regardant sur la qualité. Si on a un bug sur l'ajout au panier, si on a un bug d'autante, c'est un peu la merde. En bilan de 10 années de développement, qu'est-ce qu'on peut dire? Entre 2016 et 10 années, je grossis, mais on a commencé réellement en 2025 en vrai, en 2015, elle est sortie en 2016, j'ai arrondi à 10 ans. On avait une app stable et qui était plutôt efficace, efficiente, enfin elle marchait bien, donc ça vendait bien, c'était cool, Android, iOS. Par contre, on avait des gros écarts de design et de fonctionnalité entre les plateformes, qui est dû au fait qu'on développait tout 2 fois. Et ça devenait extrêmement compliqué à faire évoluer parce que une app qui a déjà 8 ans, c'est rare dans le monde du mobile, souvent elles se refont assez vite. Là, les stacks techniques,
juste pour faire évoluer toute la partie de navigation, changer la barre de nav, ça devenait une galère pas possible. On avait quelques problématiques clés qu'on a soulevé après 10 ans. C'est que déjà on avait 3 design systems au sein d'ADO, un Android, un iOS et un Flutter. Donc, il fallait développer 3 fois le design system sorti de Figma. Tout était fait à la main à l'époque, donc c'était en plus une grosse galère. Le time to market, en fait, on déployait les fonctionnalités de manière, jamais en même temps. Souvent, c'était soit Android avant, soit iOS, plus souvent Android, qui sortait en premier, et ensuite arrivait la version, l'évolution côté iOS, dû au fait qu'on développait tout 2 fois et que les devs étaient différents entre les plateformes. On avait pas mal des règles incohérentes, donc un bug, une fonctionnalité qui fonctionne un peu différemment sur Android ou sur iOS, c'était journalier, ça arrivait régulièrement. Bon, 90% des utilisateurs ne le voyaient pas, mais nous on le savait. On devait dupliquer tous nos clients d'API, donc Alexandre en parlera un peu plus, mais on a une quinzaine de microservices et on a à peu près 150 endpoints, donc ça il fallait les implémenter 2 fois, avec potentiellement aussi des incohérences sur un header manquant, un paramètre manquant, etc. On avait les spécificités sur chaque plateforme, de navigation, d'animation, qui rendent aussi un peu la chose un peu plus complexe. Et on avait 2 fils de bugs dans Crashlytics, Datadog, nos outils de monitoring. Un bug Android n'était pas vrai sur iOS et inversement, donc c'était un peu chiant à gérer. Après ça, pourquoi on a décidé du coup de migrer ? La première chose, c'est la vélocité d'équipe, c'est le fait de pouvoir sortir une fonctionnalité en même temps sur Android et iOS. Le fait de faire un dev commun et de sortir la chose en même temps, le time to market il va être amélioré. Le coût de développement, même si c'est pas forcément vrai, mais dans l'idée de départ, c'était de dire déjà on va développer, une personne va développer la feature sur les 2 plateformes, et en plus pour nous recruter des gens, ça sera beaucoup plus simple de recruter des devs Flutter que des devs experts Android, experts iOS et en plus backend Java de notre côté. Donc là l'idéal c'est de trouver que des devs Flutter, avoir 1 ou 2 experts sur chaque plateforme, c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus pour développer des écrans, il n'y a pas besoin d'être expert Android ou iOS. La maintenance, du coup, forcément, on veut corriger une fois un bug et le déployer et qu'il soit fixé partout, donc que ce soit sur Android et iOS. On veut aussi, une logique d'interface partagée, forcément, donc des modèles, des écrans communs sur toutes les plateformes et quelles que soient les marques, parce qu'à ce moment-là, on réfléchissait déjà à l'idée de sortir une app pour Leroy Merlin et potentiellement d'autres marques. Donc c'était dans notre to-do list du pourquoi. Et on voulait aussi faire un petit reset de la dette technique. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de partir sur une feuille blanche et pas de faire du Flutter dans les apps existantes qui auraient été peut-être un monstre à la fin parce que nos apps avaient déjà un delta entre Android et iOS, refaire du Flutter dedans, c'est pas la bonne expérience. Comment du coup on voulait faire cette migration ? Donc c'est un peu notre wishlist. Donc on veut une base de code unique pour toutes les plateformes, pour toutes les marques, pour tous les pays. On veut une cohérence UX avec des règles métiers qui sont pareilles, unifiées pour toutes les marques, tous les pays. On veut un seul design system, c'était un peu le gros point noir qu'on avait, c'est qu'on en avait 3, et qui soit géré par thème et basé sur des tokens. On s'est aussi dit qu'on voulait des composants communs ADO, donc sur le design system on est plutôt sur des atomes et des molécules, sur les composants ADO on est plutôt sur des, comment on appelle ça ? Organismes. Donc on s'est dit, quitte à refaire tout, autant faire tout de suite une deuxième lib en parallèle du design system qui soit une lib ADO et que chaque équipe au sein d'ADO puisse aller piocher dedans les composants. Je montrerai après à quoi ça ressemble. Et on veut que toutes les fonctionnalités, toute la stack technique, les fonctionnalités soient effectivement partagées entre tout avec un système de feature flipping qui permet de les activer. Et dernier point le plus important, on veut que la mise à jour soit transparente. L'utilisateur il capte pas qu'on soit passé du natif au Flutter. Un petit point sur l'architecture d'origine. Donc on avait 2 repos GitHub, un Android, un iOS. J'ai mis juste petit dessin pour montrer qu'on parle avec notre backend, avec plein de microservices. Mais ça c'est pas le côté front, c'est pas nous. On avait nos design systems Android, iOS. J'ai pas mis suite Flutter parce que nous on ne fait pas du Flutter. Et on avait notre push Kotlin multiplateforme qui était un SDK intégré des 2 côtés. Si on faisait une mise à jour d'un tag Analytics, on le mettait à jour dans le Kotlin multiplateforme, on refaisait une release, on le déployait on le remettait sur nos 2 repos, pareil pour ADS, voilà. Ça marchait globalement comme ça. On a fait une archi qui est pas forcément plus simple, vous allez voir, mais en fait qui est plus simple au sens groupe, pas forcément pour nous. Donc, on a toujours un design system, maintenant qui est en Flutter, on n'en a plus qu'un. On a nos briques de composants ADO, qui sont des composants communs, et qui sont en linéaire source. Ces deux premiers repos sont linéaire sourcés.
donc n'importe qui au sein d'ADO peut modifier des choses. On a une autre brique qui sont les ADO Dynamic Components. C'est une autre lib qui nous permet grosso modo d'avoir des formulaires dynamiques. Donc tout ce qui est de la création de compte, modification de info client, modification de mot de passe, c'est des formulaires dynamiques. Je reviendrai sur ce qu'est un formulaire dynamique juste après. Et on a notre app, qui est la Customer Mobile App, qui n'est pas la Laura Merlin App ni la Bricoman. C'est à partir de là, on va pouvoir générer tous nos apps. Au niveau du design system, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des tokens qui sont fournis par l'équipe du design system. Donc eux, ils travaillent sur Figma, donc nous, on peut les récupérer. On récupère ça sous forme de fichiers JSON qui sont traduits avec Style Dictionary en Dart. Et donc à partir de là, on récupère 4 thèmes avec tous nos tokens. Voilà un exemple des tokens fonctionnels. Donc on va avoir tous les différents styles de background, les différentes couleurs d'icônes, de texte. Là, c'est Laura Merlin Bricoman. De la même manière, on va avoir des tokens différents pour chaque composant graphique. Donc là, c'est une tile, c'est un composant qui ressemble à ça. On va avoir des typographies aussi différentes, avec des fonts différentes par thème. On va avoir des icônes qui seront aussi gérées de manière automatique. Donc toute cette partie-là, en fait, aujourd'hui, elle est automatisée. Enfin, presque automatisée, c'est-à-dire qu'il faut quand même faire un clic à la main pour les récupérer quand on a envie. Mais avant, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a commencé ce refacto, tous les tokens, on les a écrits à la main, et c'est plus de 500 tokens à faire à la main. Donc aller dans Figma, prendre la valeur, le coder, machin. Et le problème, c'est que dès que les designers changeaient ça, nous, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on est en mesure, en un clic, de récupérer les nouvelles mises à jour de tokens. On a des atomes, donc des boutons, des statuts d'indicateurs, des badges, des champs input base. On a des molécules, des petits écrans de notifs, des input password, input phone. On est multiplateforme. Alors aujourd'hui, on l'utilise que sur Android et iOS, mais techniquement, c'est utilisable sur le web. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a un widget book. C'est inner sourcé, donc il y a 23 contributeurs à date sur ce projet. Et donc on a un widget book que je vais vous montrer. Voilà. Grosso modo, si vous allez sur widget book, donc ce qui est cool, c'est que c'est notre doc et en même temps notre preview de tout ce qu'on peut faire dessus. Donc ici on va retrouver toutes les couleurs fonctionnelles qui sont utilisables par les utilisateurs du l'ADO Design System. Donc eux, ils ont accès à ça. Et pour chaque marque, du coup, on peut voir les différents types de couleurs. Après, on va avoir tout ce qui est fonte. Donc pareil, la fonte, elle change en fonction des brands. C'est pas la même police, c'est pas les mêmes tailles. Tout ça, c'est géré automatiquement maintenant. On va avoir tout ce qui est, comme je disais, iconographie. Donc ce qui est cool aussi avec ça, c'est quand on a besoin d'un icône, en fait, il y a un petit champ de recherche, puis il suffit de taper. Et ça nous permet aussi de retrouver des choses qui peuvent être utiles dans nos apps. Donc si vous n'utilisez pas les widget book, franchement, allez-y, en plus c'est gratuit. C'est hébergé sur GitHub Pages chez nous, donc c'est pas très compliqué à faire en soi. On va avoir les boutons, et de là, on va pouvoir, pareil, donc changer la marque, et on va pouvoir s'amuser avec, dire je veux un icône à gauche, à droite. L'idée en fait, c'est que les knobs, c'est qu'on reprenne exactement ce qui se passe côté Figma. Donc dans Figma, ils ont, pour ceux qui utilisent Figma, il y a pas mal de paramètres d'entrée pour chaque composant, chaque atome, chaque molécule. Et ces paramètres d'entrée, on essaie de les retranscrire ici, directement dans notre widget book. Ça permet aux designers aussi de valider que le composant il marche comme attendu. On va avoir des champs input, voilà, rien de bien méchant, voilà, tout ce qui est prévu pour. On va avoir des champs input un peu plus complexes, où là on va gérer un numéro de téléphone avec potentiellement le choix de quel type de numéro on veut par pays. On va avoir des champs de mots de passe aussi, voilà. En fait, on a à peu près tout. Et en dernier, un autre exemple d'une molécule, ça c'est un composant de notification. Et de la même manière, on va pouvoir jouer avec, dire je veux pas de bouton, je veux un lien, je veux plusieurs boutons. Enfin, ici toutes les entrées, c'est les entrées qui sont associées à Figma. Je veux pas de croix, voilà. Je veux pas de titre. Non, donc le but c'est vraiment de suivre ce qu'il y a sur Figma. Si je clique ici, je vais arriver sur le lien Figma, je ne vais pas l'ouvrir là, mais on arrivera exactement sur le même composant. L'idée c'est vraiment d'être ISO avec le Figma. Ensuite, donc, on a les composants communs. Les composants communs, en gros, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt des composants métiers transverses, donc une carte de feed, un item, un plot produit dans notre liste, une carte qui s'affiche sur la home page de l'app. C'est basé sur les atomes et les molécules du design system, et uniquement du design system. On n'a pas le droit d'utiliser autre chose, c'est la règle. Ça garantit une cohérence UI pour tous les gens qui vont l'utiliser au niveau d'ADO, forcément. C'est maintenu séparément du design system, c'est un repo à part. C'est toujours multiplateforme, on peut aussi l'utiliser côté web.
Et il y a un peu moins de contributeurs, c'est un peu moins utilisé, mais on est quand même 14 aujourd'hui. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on va être sur des composants un peu plus complexes, mais sur le même principe que le design system, on peut changer, voir le thème en fonction des besoins. Hop. Un truc un peu plus intéressant, ça c'est un plot produit. Putain, on voit pas bien. Un plot produit dans l'app, donc ici pareil, voilà, les gens vont pouvoir jouer avec ce qu'ils veulent. Un carrousel de plot produit, si vous êtes sur la page produit, et puis des cartes pour développer pour des opérations commerciales par exemple. Alors ça c'était notre deuxième brique. Et ensuite on a les dynamic components. Donc qu'est-ce que c'est? En gros on a trois parties, c'est trois modules dans un repo. Le premier c'est des liens dynamiques. En gros ce que vous voyez sur l'écran ici c'est dynamique, c'est le backend qui nous fournit ça sous forme d'un JSON avec chaque composant affiché et les liens sur lesquels quand on clique dessus sur quel écran ça doit ouvrir. On va avoir des dynamic forms qui permettent d'afficher un formulaire et de valider une soumission du formulaire, et des dynamic display, ça c'est plutôt pour tout ce qui est homepage, et ça va être géré plutôt par les équipes business. Les deux premiers points c'est nous, c'est plutôt technique, c'est des JSON à modifier, donc, mais c'est à la demande du business, on va pouvoir aller les modifier facilement, et ça va marcher pour les anciennes versions. L'idée de ça c'était quoi à la base? Comme je vous disais, en 2016 on a fait Leroy Merlin France, 2 ans, 3 ans après on a fait Leroy Merlin Italie. Et la question c'était, en Italie par exemple, dans la création de compte, alors je ne sais plus si c'est l'Italie ou l'Espagne, mais il y avait des BU qui nous demandaient, enfin des pays, qui nous demandaient, moi je veux pouvoir avoir un champ pour saisir le numéro de la carte d'identité de mon client. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce qu'on va faire 2 devs côté front, plus un dev côté back pour gérer le cas? On s'est dit, non, l'idée ce serait plutôt de faire un système un peu plus dynamique. Et c'est là où on est venu sur Dynamic Form, qui est une solution vraiment maison, custom chez nous, c'est 100% chez nous, il n'y a pas de SDK à part. Donc, et l'idée c'est qu'on récupère un JSON, ce JSON on le traduit en Dart. À l'époque on le traduit déjà en Android et en iOS, mais on le faisait 2 fois. Donc on a repris cette mécanique-là en Flutter, ce qui nous permet d'afficher des formulaires dynamiques. Donc c'est piloté par le back-end, c'est gérable en fonction des pays, en fonction de la marque des pays, du magasin de contexte, s'il y a de la contextualisation, du profil utilisateur, s'il est pro, s'il est client lambda, comme vous et moi, s'il est collab. Ça nous permet d'ajouter des liens ultra facilement et de ne pas refaire de publication sur les stores. Comment ça marche? Un exemple assez simple. On va recevoir un JSON avec un type, par exemple, grid. Dans ce type de grid, on va avoir un item. Et dans cet item, on va avoir une route. Donc c'est du GoRouter /orders. Ça va ouvrir forcément la route GoRouter /orders. Ça veut dire que le backend connaît aussi toutes nos routes. Pour les formulaires dynamiques, c'est globalement exactement la même chose, mais en beaucoup plus complexe. C'est arrivé après les dynamic links. La différence, c'est qu'on va avoir des regex, on va avoir des champs de validation qui vont changer d'état en fonction de ce qui a été mis dans les premiers champs. Mais le principe est le même, c'est qu'on ne veut pas de publication sur le store quand on le modifie. C'est une version ultra simplifiée parce qu'en vrai, il fait 3000 lignes le fichier JSON, une fois qu'il est généré. Mais grosso modo, on reçoit des pages, on a une petite partie analytics qui est cool pour envoyer des datas si on a besoin sur cette page-là. On va avoir tous nos fields. Et après, si on zoome sur un field, on va avoir plein d'informations, notamment les regex qui permet de valider le champ code postal dans chaque pays. On va avoir le fait de savoir si ce field il est par exemple validé seulement si tous les fields qui sont dans cette liste sont déjà validés. Donc ça c'est pour le bouton de soumission. Donc le bouton soumettre il va passer en vert seulement si tous les boutons là ils sont valides de même, etc. Donc ça c'est une grosse partie. On s'est pas trop mal démerdé pour la reprendre. On s'est aidé de l'IA pas mal aussi pour le refaire, mais à l'époque il n'y avait pas encore GitHub Copilot. La dernière partie c'est les dynamic display, donc c'est la home page et l'idée c'est toujours le même principe, sauf que là on va se baser sur du contentful. Je sais pas s'il y en a qui utilisent ça chez leurs clients. Contentful c'est un peu comme un CMS et ça permet grosso modo aux équipes Leroy Merlin France, Italie de pouvoir dire moi je veux que ma carte par exemple, produit vu récemment, elle s'affiche tout en haut, tout en bas. Je veux une carte de promo avec possibilité de faire un copier-coller du code pour le mettre dans ma page. Voilà. Et l'idée, c'est que c'est piloté dans Contentful, ça passe par notre back-end. Notre back-end nous renvoie ça avec quelques filtres, en fonction de si le mec il a un magasin de contexte, si je suis client pro ou pas, il va y avoir des choses qui vont s'afficher plus ou moins. Et ça permet d'avoir vraiment un truc assez générique. Comment ça marche? C'est juste de la culture perso, donc ça c'est Contentful. Quand quelqu'un a besoin de faire quelque chose, par exemple une carte promo, qui est là, on voit c'est une CMA promo card, donc ça c'est nous qui l'avons écrit, c'est un data model.
Maintenant, le métier, ils savent que s'ils rajoutent cette carte-là dans la home page, elle va s'afficher à cet endroit-là. On va avoir une opération commerciale, pareil, ça va s'afficher. Si on focus sur une autre carte, c'est ma carte par exemple, et qu'on s'amuse à regarder ce qu'il y a dedans, et ben, on va voir que on va avoir une image, donc c'est bien l'image que le business a mis, on va avoir un titre, on va avoir un lien de redirection vers un écran. Là, en l'occurrence, c'est une catégorie de produits. Du coup, c'est quoi une redirection? C'est juste un ID de catégorie, et voilà. Voilà la tronche d'un data model de type carte, donc il y a plein d'infos, les gens ils peuvent s'amuser à mettre un campaign ID, ils peuvent mettre une redirection, une description, enfin plein de choses. Et ils ont plein de modèles disponibles, c'est nous qui maintenons ces modèles, c'est nous qui leur disons utiliser cela et pas des autres, et c'est nous qui avons la main sur le fait qu'un modèle soit utilisable pour une version A ou une version B. Grâce à notre backend, on peut filtrer. En dernier, on a du coup la Customer Ballade, c'est le dernier repository. Donc, on est sur une appli modulaire gérée par Melos, en clean arch, avec un découpage UI domaine data, avec une gestion d'état par Riverpod et de la navigation par GoRouter. On a notre client API, il utilise DYO. On a du code partagé, multimarque, multi-pays, comme on l'a dit tout à l'heure, avec du feature flipping qui est géré pour chaque étape, ce qui rend la chose un peu complexe parfois. Notre CI, rien de compliqué, le GitHub Action avec du Fastlane. Et notre CI génère autant d'apps qu'on en a, donc aujourd'hui on en génère 4. On a nos tests unitaires, on a un taux de couverture aujourd'hui de 30%. On est content, on vient de passer les 30. On était à 9% il y a 2 mois. Donc c'est bien, on est en train de remonter la pente. Et on essaye de monter à 70. Enfin, notre goal, ça serait 70. Mais si déjà on arrive à 50, on sera. On a des plugins, je mets un petit disclaimer dessus. Donc on a une première partie de plugins qui sont les plugins au sens groupe. On n'a pas le choix, il faut les mettre. Phrase pour l'internationalisation, la gestion de multilangue, pour faire de la mise à jour over the air des trades, Airship pour le push notif, Datadog pour le monitoring, OneTrust pour la RGPD, Datadom pour les bots. Si vous avez le petit truc qui vous dit vous êtes un robot, ben dites merci à Datadom, des fois ça faille un peu. Scandit pour le scanner de code barre en magasin, et Qualtrics pour la remontée si vous avez envie de dire quelque chose sur l'app, passez par un formulaire Qualtrics. Puis on a des plugins qui sont des plugins que nous on choisit, parce que c'est des plugins tech, donc Sembase, DYO, Riverpod, etc. Le petit disclaimer, il est juste là pour dire qu'on a pris parti dès le début de dire on va pas faire comme on l'entend souvent en Flutter. C'est peut-être aussi des restes qu'on a, parce qu'en ancien dev iOS, en ancien dev Android et backend, de dire on va pas prendre tous les plugins qui font tout. En gros, la philosophie de Flutter, je sais, c'est si un plugin qui le fait, ben on l'utilise. En fait, on voulait pas aller jusqu'à ce niveau-là parce qu'on voulait être garant de notre code et être sûr qu'on a la main sur ce qu'on fait. Et dire de rajouter que des plugins pour dire d'en rajouter et que ça nous permet d'avancer très vite, c'est bien, mais sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit la finalité et que ce soit le bon truc à faire. Donc ce qu'on se dit maintenant, c'est que tous les plugins qu'on choisit, on les étudie. On a même un SIG mobile au niveau ADO, on en parle avec les autres équipes, pour voir s'ils sont plutôt d'accord avec nous, s'ils ont des retours. Et on les valide ensemble, et grosso modo, voire même des fois, on va plutôt faire les choses à la main, plutôt que les faire. Typiquement, les LR dialogues en native, on a voulu les redévelopper, parce qu'on ne voulait pas utiliser LR dialogue Flutter, parce qu'on a eu le problème avec iOS 26, où quand tu étais sur iOS 26 avec ton app, tu avais des LR dialogue Flutter iOS 18, ce qui est un peu pourri. L'utilisateur, un utilisateur averti, il va comprendre qu'il n'est pas sur une app native. Donc on a redéveloppé ces dialogues en natif et on a fait une méthode channel. C'était pas compliqué en soi, donc il n'y avait pas besoin de prendre une lib pour ça. Au niveau de notre archi mobile, donc voilà, c'est comme ça que c'est découpé. Donc on a grosso modo un module pour chacun de nos microservices. On a mis BFF, mais chaque microservice a son module. J'expliquerai pourquoi on en a autant. Enfin, Alex expliquera pourquoi il y en a autant après, je le laisserai en parler. On a des modules partagés. Donc, le module utile, core, toute la couche network, la couche i18n pour les trades, voilà, c'est des trucs partagés, les analytics. Et on a des modules de type feature. Donc que ce soit la page produit, les pages listes, mon compte, les wishlists, etc. Et on a notre app. D'ailleurs, app, je l'ai mis 2 fois. Je dis là, mis 2 fois pages. Grâce à tout ça, on est en mesure de générer nos apps sur notre CI pour Leroy Merlin, Bricoman. Entre les deux, il y aura Obramat, je ne l'ai pas mis parce qu'on ne l'a pas encore officiellement fait, et Bricocenter qui est en train d'arriver. En QA et en prod, ça veut dire qu'on génère deux APK et 2 IPA. Une version QA qui a des écrans de debug en plus pour nous, pour faire des choses en plus, et la version de prod qui sera la version finale pour les clients. En QA, on va pouvoir changer d'environnement, par exemple aller sur un environnement pré-prod, du AT, etc. Le résultat, alors avant le résultat final, c'était
un petit screen pour montrer l'appli existante en natif. Donc on a le legacy Android, le legacy iOS. Si vous regardez comme ça, vous dites bon, ok, l'appli en vrai elle était bien, globalement c'est ISO. Si on s'amuse à jouer au jeu de cette différence, bon, on peut voir que les polices sont différents, des fois il y a un titre, des fois il n'y en a pas, le background des filtres ils sont différents, les polices sont différents, la barre de nav est différente, voire des fois il y a des fonctionnalités en bas, il y a un bouton là il n'existe pas en haut, voire des fois le scanner est complètement différent. Voilà, c'était un peu la merde. Maintenant, si on prend avec Flutter, donc c'est les mêmes screens, c'est des mêmes écrans, là vous pouvez jouer au jeu d'essai différences, vous n'en trouverez pas. C'est un vrai avantage pour nous, c'est qu'on est revenu sur une stack propre, et en plus, en termes de fonctionnalité, on est vraiment ISO. Après ça, du coup, on peut se dire ce qui est cool, c'est qu'on a sorti une app pour Brico Center. Donc ça, c'était le MVP. On n'avait que 2 onglets. C'était au début, ils voulaient juste la feed. Ils n'avaient pas la descente produit. Et juste après, on a activé la descente produit. Et la descente produit, ce qui est cool, c'est qu'on a pu l'activer en mode serveur. En fait, l'appli, elle était déjà dispo. Il y avait juste à activer une feature et c'est passé. Aujourd'hui, on fait Brico Center. Brico Center, eux, ils n'ont pas encore de descente produit. C'est que de la feed. Mais ils veulent une appli pour gérer leur feed. Donc on a commencé à développer cette appli, qui est sur encore un nouveau thème. Et avec une navigation un peu différente. Là maintenant on a la vue store entre les deux. Donc tout ça c'est géré par feature flipping. On a la barre de nav qui est gérée en feature flipping, on a la homepage qui est en feature flipping, toute la descente produit, enfin tout est géré. Le fait d'ajouter un produit ou pas, c'est du feature flipping, tout ça c'est géré. Et je te laisse faire. Du coup pour faire cette application, on s'était donné un timing assez serré, on s'était donné 9 mois pour la sortir en production. Mais on n'est pas parti de zéro, on avait déjà quand même une application existante sur iOS, sur Android. On avait une documentation existante, on avait déjà notre backend. Du coup, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour utiliser un maximum de ce qui existait déjà pour le réutiliser. Un des trucs qu'on a regardé vraiment en premier, c'est forcément la conversion de code par IA. On s'est dit si on peut sélectionner tout le projet, faire clic droit, transférer en Dart, ça aurait été parfait. Bon, on n'a pas fait ça. Mais on a quand même cherché des exemples, en tout cas des parties du code où ça aurait été pertinent. Et la partie qu'on a identifiée, c'est Analytics. Donc tu as déjà mentionné, elle est en Kotlin multiplateforme, que tu as déjà partagée sur les deux plateformes. Et c'est une partie du code qui est vraiment énorme. Il y a 575 enums et data class. Du coup, on s'est dit, on n'a pas envie de le faire à la main, ça aurait été vraiment trop long. Je pense qu'on serait devenu fou à devoir le faire. Donc trop long, en plus il n'y a aucune valeur ajoutée, c'est juste reprendre du copier-coller. On aurait fait des erreurs en plus. Aucune valeur ajoutée pour le dev à faire ça. Donc on a pris ce code, on l'a donné à une IA. Forcément ça c'était il y a 1 an et demi quasiment. Du coup les IA on n'avait pas les mêmes, on n'avait pas Copilot. Nous on n'avait pas la même expérience non plus sur les IA qu'on peut avoir aujourd'hui. Du coup le résultat n'était pas parfait, mais en itérant un peu, on a changé des choses à la main. Au final ça a plutôt bien marché, on a gagné vraiment des heures de dev là-dessus en faisant ça. Du coup ça ressemble à ça, en Kotlin multiplateforme à gauche, un Dart à droite. Vous voyez c'est du code assez simple au final, mais bon faire ça des centaines de fois, je pense qu'on serait devenu fou quoi. La deuxième partie on a voulu accélérer, c'est sur la couche réseau. Donc la couche réseau, on a dit on a un BFF, mais c'est 12 microservices, il y a 150 endpoints, il y a encore plus de data model. Donc encore une fois, on ne veut pas faire ça à la main, ce serait beaucoup trop long, il n'y a encore aucune valeur ajoutée à faire ça à la main. En plus, c'était source d'erreur sur les applications natives. Là maintenant, ça a été compliqué. Chaque fois qu'il y avait un paramètre qui changeait, il fallait bien que le côté back et les développeurs back et front soient bien synchronisés là-dessus. Quand on avait des différences entre iOS et Android, des paramètres qui étaient nullables d'un côté et non nullables de l'autre. Donc voilà, c'était sujet à erreur. En plus, la documentation est obsolète. Bref. On a regardé ce qu'on pouvait faire là-dessus. La solution qu'on a... En termes de temps, pas de valeur ajoutée. La solution qu'on a trouvée, c'est une solution qui est proposée par OpenAPI. OpenAPI, si vous ne connaissez pas, c'est l'organisme qui gère la standardisation de Swagger, par exemple. Et ils ont un petit outil, qui est un générateur, là-dessus,
là-dessus, c'est vraiment c'est un outil en Node.js. Tu lui fournis le Swagger, le modèle JSON du Swagger. Il te génère pour toi tous tes clients, ton client HTTP, tous tes endpoints, tous tes modèles. Donc c'est vraiment top, quoi. Donc voilà, en plus c'est dans le langage de son choix, donc il y a 50 langages supportés. Nous c'était Dart. Et voilà. Donc, il y a un peu de config, il y a pas grand chose de config à faire en fait, pour générer un client Dart à partir du Swagger. Et pour nous ça tombait vraiment bien parce qu'on a présenté l'architecture multimodule. Du coup un BFF, un microservice, ça nous générait directement un module prêt à utiliser, quoi. Donc, l'intégration était super simple. Comment ça ressemble à ça? Ça peut paraître compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, il faut fournir le chemin vers le chemin JSON, le chemin où on veut créer le package, quelques paramètres, et c'est parti, quoi. Nous, on a poussé le truc un peu plus loin. On a créé un script où on fournit l'URL du Swagger, ça le télécharge pour nous le JSON, il sait où le mettre, et voilà, et du coup ça ressemble juste à ça. C'est beaucoup moins flippant à utiliser. Et voilà, du coup c'est vraiment utile, même aujourd'hui. Donc là on parle pour le build, mais même pour aujourd'hui, pour la maintenance, c'est un gain de temps énorme parce que dès qu'il y a un changement sur le back-end, dès qu'il y a une nouvelle feature qui est dispo, on a juste à lancer cette commande et tout notre code il est dispo, prêt à être utilisé. Donc le gain de temps il est énorme, même pour la maintenance, quoi. Et du coup ça représente quand même 79 000 lignes de code qu'on n'a pas eu à écrire. Donc les développeurs sont contents. Mais surtout c'est un changement de philosophie pour le coup, parce que c'est ce qu'on appelle contract first, du coup c'est que le Swagger est la source de vérité. Donc pour le coup le Swagger est vraiment l'image de ce qu'il y a sur le back-end, et c'est aussi l'image de ce qu'il y a sur le front, pour le front. Et du coup, on en prend soin de ce Swagger. On a commencé à mettre des descriptions sur tous les endpoints, sur tous les paramètres qui étaient disponibles, pour avoir vraiment au final une documentation qui est le Swagger. Malgré tout, cet outil il a des limites. Par exemple, sur les objets dupliqués, forcément, il y a des objets qui sont réutilisés sur chaque BFF, sur chaque microservice, qui du coup se retrouvent dupliqués dans chaque module. Bon, l'impact il est vraiment très limité, avec un mapper côté front pour avoir à la fin qu'une seule classe à utiliser. Voilà, ça fait le taf, quoi. Autre problème sur la gestion fine des endpoints et des objets à générer. On a présenté la librairie pour générer les contenus dynamiques. On en a fait une librairie standalone, mais côté réseau, par contre, c'est dispatché un peu sur plusieurs microservices. Du coup, quand on veut créer la couche réseau pour cette librairie, on se retrouve avec plein de endpoints et de modèles dont on n'a pas besoin. Du coup, là-dessus, l'outil propose une gestion manuelle d'inclusion et d'exclusion des fichiers, mais du coup, c'est compliqué à maintenir dans le temps. Autre problème. La maintenance de l'outil, c'est un outil open source, donc forcément, il y a une petite équipe qui gère ça, il y a quelques personnes pour le gérer. Nous, on a remonté plusieurs fois quelques problèmes. Forcément, à chaque fois, ça prend du temps à être traité, à faire une release. En plus de ça, là, il y avait deux générateurs pour Dart. Il y en a un troisième qui est censé le remplacer, les deux premiers, qui est en cours de dev depuis 1 an et demi. Personne n'a plus le temps de s'en occuper. Voilà. C'est les joies de l'open source. Forcément, si on ne contribue pas, ça tombe un peu dans l'oubli si personne ne peut s'en occuper, quoi. Et voilà, suite à un de ces problèmes, on avait changé de serializer. On est passé de JSON serializer à build value pour créer nos modèles de données. Pour le coup, ça a un impact assez modéré avec la couche en clean arch, du coup, sur la couche entity, et on a juste eu à changer le mapper, on n'a pas eu besoin de changer partout dans l'application. Impact assez modéré là-dessus. Et enfin, un peu plus récemment, du coup, on s'intéresse beaucoup à la génération de code par IA quand même.
On n'est pas encore à générer des features complexes juste avec un prompt, mais on cherche un peu des use cases où c'est pertinent de l'utiliser, quoi. Et il y a 2 use cases où pour l'instant on l'utilise beaucoup. C'est la génération de tests unitaires et la génération de clés d'accessibilité pour les tests automatisés. Pour le coup, c'est vraiment intéressant, parce que déjà, elle est plus rapide que nous. Et en plus, elle est à partir d'un exemple qu'on met dans le prompt, quelques exemples, il arrive très bien à reproduire ça pour tout le reste du code qui est semblable. Et en plus de ça, c'est plus exhaustif que nous. Nous, on avait déjà des tests unitaires qu'on avait fait à la main. On a demandé à l'IA de repasser dessus, mais il avait trouvé des use cases auxquels on n'avait pas pensé. Et du coup, il a recréé les tests unitaires. Et même mieux que ça, on avait une fonction sur laquelle on avait déjà fait les tests unitaires. L'IA a recréé des tests unitaires qui ne passaient pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était la fonction qui avait des potentiels bugs qui sans doute n'allaient jamais arriver, mais voilà. C'est l'IA qui nous a trouvé des bugs dans l'application, juste en générant des tests unitaires. Et en plus, elle documente mieux que nous, donc ça c'est très bien. Là encore, les premiers prompts qu'on avait faits, ils n'étaient pas parfaits, on a itéré dessus. Chaque fois qu'on rencontrait qu'on rencontre un problème en utilisant un prompt, on modifie le prompt, merci, pour en tenir compte, et du coup les prompts ils sont de plus en plus efficaces pour faire ce qu'on veut. Du coup, et même mieux que ça, c'est que les prompts ils sont intégrés dans le projet, ce qui fait que n'importe qui dans l'équipe a les mêmes prompts qui sont bien optimisés, et même si si le moindre dev rencontre un problème, il peut lui-même modifier le prompt pour vraiment que toute l'équipe en profite, quoi. Et pareil sur les sémantiques, j'ai parlé de tests automatisés, ça c'est notre équipe de QA qui fait les tests automatisés, et elle est même du coup, alors qu'ils n'ont pas forcément un background de dev, qui ne connaissent pas du tout Dart, ils ont accès au prompt, et ils peuvent le lancer, et ils sont autonomes pour générer leur propre clé d'automatisation. Donc là-dessus aussi, c'est un gros gain. Ok, maintenant qu'on va très vite, qu'on a plein d'outils, comment on s'assure de la qualité de ce qu'on va livrer? On était vraiment très prudent sur la qualité. Nous, notre process de qualité ressemblait à ça. Pendant le dev, le test unitaire, on a dit, on n'était pas... sur le coverage, on n'était pas... On avait bien commencé, puis on a ralenti. Par contre, on avait notre équipe de QA, qui était super, qui faisait les tests manuels et les tests de compliance. Pendant les dernières semaines du développement, on a des représentants dans chaque pays où l'application est disponible. Et du coup, on a pu leur fournir l'application, leur demander de tester, ils connaissent bien leur périmètre. Ils ont fait des retours là-dessus. Donc on a un peu élargi notre scope de testeurs. Mais malgré ça, avant de mettre en production, on avait envie d'avoir encore plus confiance en nous, et on a contacté une entreprise qui s'appelle Applause, qui est spécialisée dans le crowd testing. Qu'est-ce que le crowd testing? C'est de donner l'application à un très grand nombre d'utilisateurs en leur demandant de tester l'application et de nous faire des retours. Alors les gens qui vont avoir l'application, c'est des gens un peu lambda, n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme d'Applause, télécharger l'application et remonter des bugs, et ils sont payés pour chaque bug qu'ils vont trouver. Donc, ils sont motivés pour les trouver. Et du coup, ça marche vachement bien pour le coup. Ils ont trouvé, pendant notre phase de test, ils ont remonté pas mal de bugs qu'on n'avait pas identifiés avant. Et ça marche tellement bien que même encore aujourd'hui, on continue à faire des campagnes de crowd testing avant chaque release, chaque nouvelle version. On fait une campagne de crowd testing et on a des remontées très régulières de bugs. Malgré ça, même une fois qu'on met en production, on a quand même été très prudent. On a fait une montée un ramp-up de déploiement. On a tiré profit de la fonctionnalité du Play Store qui permet de déployer l'application à un pourcentage d'applications, à un pourcentage d'utilisateurs, et de gérer la vitesse de déploiement.
Et du coup, avec ce petit pourcentage d'utilisateurs, on a pu mesurer quelques KPI. Enfin, on avait déjà nos KPI et vérifier que tout se passait bien avec nos KPI. Par exemple, un des KPI, c'est le plus simple, le taux de crash. Donc on a 99,75%, même plus, de sessions sans crash. Donc on essaie de maintenir un haut niveau de qualité là-dessus. Pareil, quand on a mis l'application, si ça baisse, on s'alerte dessus, on s'anime là-dessus pour le corriger très vite. La note sur les stores et les commentaires. Pareil, quand on a commencé à mettre en production, à déployer, on regardait tous les jours les commentaires sur les stores, vérifier s'il n'y avait pas des gens qui avaient une mauvaise expérience sur l'application. Un exemple, on avait cette personne qui avait mis une étoile à l'époque, il dit j'aime beaucoup cette enseigne, l'application est bien, mais sur la dernière mise à jour, ça ne marche plus du tout. Donc on a pu regarder le problème qu'il avait, le corriger, le mettre en prod très vite. On lui a répondu en disant est-ce que vous pouvez retester, retélécharger l'application. Et ça a refonctionné, il a remis un commentaire, il a remis 5 étoiles. Donc voilà, un client satisfait. Et du coup, c'est même l'image de marque qui est en jeu, quoi. Sur des KPI, ça a été censuré, on n'a pas le droit de le dire publiquement. Le taux de conversion. Donc pour chaque utilisateur qui ouvre l'application, combien de personnes va finir par acheter quelque chose. Et un peu de la même manière, la complétion du tunnel de commande. Combien de personnes va visiter le panier et compléter toute la commande avec la livraison et le paiement. Donc là, pareil, on s'est beaucoup animé en regardant sur les versions, en comparant les différentes versions. Si ces KPI chutent, c'est qu'il y a potentiellement un problème quelque part. Et du coup, d'arrêter le déploiement et de corriger ce qui va pas, quoi. Donc voilà. Quelques leçons de cette refactorisation en Flutter. Déjà, ok, on était très vite, on avait plein d'outils, mais il ne faut pas sous-estimer les tests. La phase de test, elle était assez intense, et nous, on avait prévu 1 mois de test, au final, ça a duré plutôt 2 mois. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Pour le coup, la dette technique a été bien nettoyée. On a présenté il y a 10 ans de développement en parallèle, parfois des règles métiers qui différaient sur iOS et sur Android. Ça nous a permis de se poser et de se dire quelle est la bonne règle métier à utiliser pour la nouvelle application. Aussi éviter plusieurs changements en même temps. J'ai présenté les KPI. Par exemple, là, on avait à gauche le design natif, à droite en Flutter. Quelques changements de design quand même qu'on a fait en même temps, qu'on a refait l'application Flutter. Ce qui fait que quand les KPI, le taux de conversion par exemple était en train de chuter, on s'est dit est-ce que ça vient de l'application Flutter ou est-ce que ça vient de ce nouveau design qui peut-être perd un peu les clients ou est moins efficace. Au final, on n'a pas pu savoir parce qu'on a fait les deux changements en même temps. Voilà. Quelques roadmaps, petite roadmap sur ce qui est prévu. D'un point de vue technique, déjà, on va améliorer notre workflow de tests automatisés. Donc sur les TU, on s'améliore assez vite avec l'IA. Il y a les tests d'intégration qui sont en cours. Les tests d'activité qui doivent arriver aussi. Niveau feature, le checkout natif, là, quand vous arrivez sur le panier, c'est une WebView, donc c'est la même expérience que le web. Et on veut refaire ça en natif, quand je dis natif en Flutter, mais pour avoir une expérience plus fluide et plus proche de ce que les gens attendent d'une expérience mobile, quoi, sur un panier. Plus de contenu dynamique aussi. On a déjà présenté pas mal de features pour faire du contenu dynamique, mais on rajoute toujours les in-app stories, donc des stories à la manière d'Instagram pour pouvoir pousser du contenu marketing. La page produit en dynamique, pouvoir, suivant les pays, suivant les opérations commerciales, afficher plutôt sur la page produit des blocs, mettre en avant certains blocs ou non. Voilà, rendre ça dynamique. La configuration de projet et l'inspiration, donc c'est des choses qui existent déjà sur le web. Voilà. Mais à apporter
une expérience plus mobile friendly sur ces features-là. Quelques features aussi utilisant l'IA qu'on est en train de tester, la recherche par image ou des tests de peinture. Si vous voulez tester, acheter de nouvelles peintures, C'est pas encore disponible. pas encore disponible. C'est la roadmap. Ça peut donner des choses comme ça, quoi. Quand on prend une photo et qu'on veut voir à quoi va ressembler la peinture dans son salon, voilà. On peut le visualiser de cette manière. Toujours plus d'applications, autant déjà présenter les applications qui allaient arriver. Faut savoir que pour chaque application qu'on sort, il y a quand même une complexité qui se met en place, parce que forcément ça duplique les applications, donc ça duplique les applications sur les stores, les certificats iOS, tous les dashboards qu'on peut avoir de gestion des notifications, de gestion d'analytics, de gestion des RGPD, etc. Donc tout ça duplique quand même la complexité. C'est un truc back-end aussi, du coup, parce que côté back, c'est-à-dire qu'il recrée des clés d'API pour les nouvelles marques, pour chaque marque, pour chaque pays. Donc, quand il y a Obramat qui va sortir, il y a 2 pays, donc ça veut dire 2 fois plus de config, du feature flipping aussi à recréer à chaque fois. Et ça rend le truc de plus en plus complexe. Et un dernier mot quand même sur Flutter. Flutter en tant que tel, nous on a été vraiment très satisfaits pour le coup de la fluidité. Cette appli elle est super fluide. On nous avait averti que sur certains langages cross-platform, la fluidité n'est pas là. Là pour le coup c'est très fluide. On a même donné l'application à des anciens devs qui étaient là sur le natif, qui ont testé l'application. Ils se sont dit c'est même plus fluide que le natif pour le coup. Donc voilà. Il y a même un mec d'Apple qui n'a pas capté que c'était du Flutter. Si, c'est vrai, c'est ça que vous l'avez dit. Et là, j'ai raté mes animations. Bon, c'est pas grave. Sur le temps de démarrage, pour le coup, on a quand même un petit délai sur le démarrage de l'application, qui reste quand même acceptable. La taille de l'application, pareil, on nous avait dit, l'application, elle va grossir d'un coup en passant sur Flutter. Pour le coup, nous, elle est plus petite. Sur du 30 mégas, je crois, sur Android. Comparé à avant, on était plutôt sur autour de 90 mégas, je crois. 90, c'est la moyenne qu'on trouve sur les apps globales sur le store. On passe à 30, c'est cool. Et en termes d'update, du coup, c'est plutôt du 5 mégas. C'est pas mal. Sur le design natif, par contre, on a eu un peu l'impression de s'être fait avoir. On a sorti l'application et 2 mois après, iOS, Apple a annoncé les Quick Glass. On s'est dit, super. L'application paraît déjà dépassée. Et même si Flutter va sortir prévoit où il y a déjà des packages de la communauté qui veulent répliquer les Quick Glass, pour le coup, ça ne sera jamais le même feeling qu'une application native. Donc nous, on a pris le parti de faire un design, de garder la philosophie des Quick Glass, mais de garder les layers de contexte. Le contrôle par-dessus. Le principe de l'Quick Glass, c'est pas juste un design, c'est qu'il y a les contrôles qui sont par-dessus tout l'écran maintenant. Et ce principe-là, on veut le garder. Et du coup, au niveau de designer, il a prévu déjà un design qui va ressembler à du Quick Glass sans la partie liquide, sans la partie glace. Mais ça sera des contrôleurs qui seront en gros en mode flottant. Voilà. Plutôt que d'avoir un design natif, on aura vraiment un design personnalisé pour l'application. Avec notre thème. Qui ressort avec notre thème. Qui là ressemble un peu trop à matériel pour le moment. Et sur les arrêts de dialogue, tu l'as dit, sur les arrêts de dialogue, on avait le problème où quand on passait d'une version iOS 18 à iOS 26, les dialogues en Flutter restaient l'ancien design, ou inversement, si là on les passe en iOS 26, les gens qui sont restés en iOS 18, ils vont avoir un design qu'ils ne vont pas comprendre. Du coup, on est passé sur un design natif avec un méthode channel pour afficher les dialogues natifs. Sur les plugins, tu en as parlé aussi. Je sais pas si tu veux en dire plus. Non, les dialogues, c'est un bon exemple sur le fait que, comme je disais, on a décidé de le faire nous-mêmes avec une méthode channel. Pareil, sur la méthode channel, on n'a pas utilisé Pigeon, on n'utilise rien. On n'a pas 50 000 méthodes channel en soi, donc on a pris parti de le code à la main. Parce qu'il n'y a pas 5. Sauf si vous avez des trucs ultra complexes avec plein de paramètres, on voit pas trop l'utilité. Donc elles sont assez basiques. Nos alertes dialogue, il y en a 3 différentes, une ou 2 même.
Il y en a une avec un champ de saisie et un bouton oui non, une avec une question et un bouton oui non. À partir de là, on s'est dit autant les faire à la main. Et c'est vrai pour plein d'autres choix techniques où on a recodé les trucs. Et s'il y a des gens qui hésitent encore sur la techno, je peux te le dire. Bah, du coup, comme je disais au tout début, moi j'étais pas un pro Flutter, je suis plutôt un pro natif. J'aime toujours le natif, hein. Alors je donne des cours compose à la fac, donc c'est que j'aime bien encore. S'il fallait dire, si demain on me demandait pourquoi, enfin qu'est-ce qu'il faudrait choisir, enfin, déjà je vais répondre, à titre perso, si moi je devais faire une app, avec mon budget, je la ferai en Flutter. Parce que voilà, c'est plus rapide, machin, je vais pas m'emmerder, c'est mon app, je la fais en Flutter. Au niveau d'une boîte, ça va dépendre du besoin. Si demain ADO ou Laurent Merlin ils nous disent nous on veut du liquid glass, on veut des composants ultra natifs parce qu'on va être ISO avec Material OS, bah, je leur dirais faites du natif en UI et faites du côté multiplateforme en couche data. Faites pas du côté multiplateforme compose. Aujourd'hui c'est pas, je dirais pas de partir là-dessus en prod, mais en tout cas du KMP pour la couche data et de l'UI en natif, pourquoi pas. Si votre client ou votre boîte vous dit moi je m'en fiche de liquid glass, j'ai mon propre design system et je l'assume, bah effectivement partez sur du Flutter et puis faites comme nous. En temps, une petite coquine pour aller chercher un truc en natif pour que ce soit plus beau. Et ça passe très bien. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette présentation, bah, que Flutter, c'était vraiment sur le développement un gain de temps, sur le build et sur la maintenance aujourd'hui. Bon, le gain de temps qu'on a gagné, au final, on en a profité pour ajouter de la complexité en rajoutant des apps, en faisant une application multimarque. On a vraiment accéléré le dev avec les bons outils. Donc il faut faire gaffe vraiment à utiliser les bons outils là où c'est pertinent, de ne pas utiliser n'importe quoi, n'importe où. Sinon ça part un peu n'importe où. Et une extrême prudence sur le déploiement d'une nouvelle application. Nous on a vraiment été prudent pour le coup. On a déployé au fur et à mesure en vérifiant bien à chaque étape que tout se passait bien. Voilà, par citer la SNCF Connect à chaque fois. Ils ont eu un bad buzz là-dessus en faisant un gros Big Bang et en faisant une communication autour de ça. Voilà. Mais on a appris des erreurs de gens qui sont passés avant nous.